Europe 1. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Crise énergétique, crise sanitaire qui n'en finit pas, guerre en Ukraine avec un risque nucléaire maintes fois évoqué, crise climatique évidemment. Nous subissons une longue succession de chocs. Comment à la fois la philosophe et la psychanalyste que vous êtes appréhendent ce moment d'accélération des crises ? Alors oui, d'accélération et puis de vulnérabilité systémique, c'est-à-dire qu'elles sont toutes overlap, elles sont toutes enchâssées les unes avec les autres et elles ont toutes une dimension, et je pense que c'est ça aussi, on fait l'expérience maintenant depuis la pandémie, ce qui est terrible à dire d'ailleurs parce que c'est une vieille leçon, mais de l'intégration émotionnelle de ce qui nous a été dit depuis quand même très longtemps. Et donc, c'est ça toute la différence entre la théorie et la pratique, entre la théorie et le vécu, c'est que maintenant nous vivons et nous comprenons émotionnellement dans nos corps, dans nos vies, de manière très très ordinaire, par des successions comme ça, d'effractions du réel et qui vont avoir, comme vous le dites, différents visages, mais à chaque fois très très effractants, très intrusifs, et qui viennent terriblement transformer nos vies ordinaires. Des coupures d'électricité, c'est tout bête, et nous rentrons comme ça dans une banalisation de ce qu'on peut appeler des modes dégradés. Donc le problème, c'est que entre nous vivons en mode dégradé, oui, dans une économie dégradée, voilà, une société peut-être dégradée. Alors, aussi. Et vous avez raison, parce qu'en fait, c'est tout ce passage de tiens, qu'est-ce que c'est que de vivre dans une société où les services hospitaliers basculent en mode dégradé, et donc tout d'un coup la bronchiolite devient un enfer. Moi, c'est des termes qui me remontent, c'est fort. Des parents vous le disent, en consultation. Oui. Voilà, alors que sincèrement, non, ce n'est pas un enfer, c'est une histoire vieille comme le monde, etc. Donc on voit qu'en fait, il y a toute une succession comme ça d'effractions que le corps physique et que le corps psychique n'arrivent plus à digérer. Alors, par ce phénomène d'accélération, mais aussi par ce phénomène de perte de repères, d'incertitude, de peur aussi, parce qu'on se dit, mon Dieu, alors rien n'est stable. Et alors, quand même, l'aspect positif, il faut le dire, c'est que quand tout tangue, il y a des choses qui sont stables. Et je veux absolument pas que ça soit entendu de manière conservatrice. Vous nous direz à quoi il faut se raccrocher, à l'essentiel. Mais les valeurs, elles sont stables. Vous nous direz, puisque valeur parfois c'est un mot fourre-tout, mais vous nous l'expliquerez, Cynthia Fleury. Ce qui m'interpelle dans ce que vous dites tout tangue. Et sans être décliniste, ni pessimiste, ni vouloir tout repeindre en noir, l'école, l'hôpital, le nucléaire, nous touchons du doigt une forme de déclassement, en tout cas de dysfonctionnement profond de nos services publics, de ceux qui nous rendaient fiers auparavant. Quel impact sur les Français ? C'est un impact d'une grande érosion, c'est le terme. Vigarello avait à un moment donné fait un magnifique livre sur cette extension du domaine de la fatigue, et pour le coup on y est. Une angoisse aussi, une angoisse qui redécouvre, je veux dire, sa coloration plus politique qu'existentielle. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des angoisses qui sont liées effectivement à des phénomènes plus collectifs, parce que quand vous interrogez les Français, alors moi je ne suis pas sociologue, mais malgré tout, un psychanalyste est en voie directe aussi du qualitatif, de la parole. Bien sûr. Exactement. Très souvent, alors il y a une grande fatigue personnelle, mais il y a un sentiment de se dire, mon Dieu, le collectif que nous sommes à plusieurs n'est pas encore capable de produire une transformation collective. Et autant vous avez des individus qui ont le sentiment que, tiens, individuellement, oui, peut-être, il y a quelque chose qui pourrait se faire, mais collectivement, ils n'arrivent pas à attraper. Et c'est pour ça qu'aussi l'angoisse, entre guillemets, est plus politique qu'elle n'a été par le passé, plus existentielle, par le passé récent. Parce que bien évidemment, nous arrivons de décennies d'angoisse politique, mais nous avions lâché un peu, si vous voulez, ce rapport à l'angoisse politique. Quand je dis l'angoisse politique, c'est une angoisse qui est liée au réchauffement climatique, c'est une angoisse qui est liée à la guerre en Ukraine, c'est une angoisse qui est liée à la dissuasion nucléaire qui tout d'un coup était une question qui semblait quand même un peu sur le côté, et le risque réapparaît. Donc si vous voulez, tous ces champs comme ça de risques systémiques,
C'est l'histoire du 21e siècle. Hein. C'est vraiment comment quelque chose qui se passe à Wuhan en 2 semaines plus tard se passe dans le monde entier. Je caricature, mais on voit très bien ce que ça veut dire. Cette grande compréhension du risque systémique s'est posée depuis les années 80 par des états de l'art successifs dans les sciences humaines et sociales, mais c'est vécu fondamentalement aujourd'hui. Et pourtant, Cynthia Fleury, on nous avait promis la paix en Europe. On nous avait promis la prospérité avec les progrès techniques et la modernité qui rimerait avec facilité. On nous a promis la profusion. Et qu'est-ce qu'on a? La sobriété. On nous a menti. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire. C'est un peu caricatural? Non, c'est pas caricatural parce que, et puis souvent dans les caricatures, il y a un trait, il y a un trend qui est souvent très juste. Mais vous avez raison, la modernité, on la vante par, entre guillemets, son augmentation. Hein, ce grand rêve d'augmentation. Le problème, c'est qu'on voit très bien que cette augmentation, elle est vécue par la majorité d'entre nous plutôt comme une non-augmentation, et avec le fait que il y a une hyper-technicité, mais que cette hyper-technicité nous fragilise sur quantité d'endroits. Je prends simplement des exemples tout bêtes, mais chacun a fait l'expérience d'un outil à potentialité extraordinaire, un ordinateur, un téléphone, que sais-je, et puis d'une impossible réparation de ce dernier par simplement, je sais pas moi, le bon sens de chacun, etc. Donc il y a, si vous voulez, simplement ça crée des petites impuissances de chaque jour, et ça crée des ruptures de confiance dans un contrat plus global. Donc il n'y a pas simplement, si vous voulez, un désaveu des élites comme on l'entend, parce que ça c'est vrai, il y a un désaveu des élites et ça, mais il y a aussi un désaveu de l'ordinaire, parce que notre ordinaire aujourd'hui, il est médié par quantité de contrats léonins. Ça peut être un abonnement téléphonique impossible à résilier, ça peut être, je sais pas, tel ou tel rapport avec une personne, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que c'est des hotlines, etc. Donc si vous voulez, tous ces rapports qui font la sociabilité un peu heureuse et surtout qui construisent la confiance, tout ça est entravé. Et c'est ces multiples entraves aussi qui créent une fatigue et qui créent de l'érosion. Et ça aussi, ce sont des modes dégradés. Et c'est pour ça que les modes dégradés, très très vite, ça envoie un sentiment de dégradation de soi-même. Et là, pour le coup, c'est pas tenable parce que ça produit une mésestime de soi, une fatigue, quand c'est pas un renversement de la stigmatisation. Et à ce moment-là, on va avoir plutôt une colère. Et oui, on parlera contre qui? Parce que ça, c'est la théorie du bouc émissaire. Ce que vous décrivez, Cynthia Fleury, ça se ressent dans notre sphère personnelle, individuelle. Probablement nos auditeurs qui nous écoutent ce matin le ressentent, mais aussi au travail. Qu'est-ce qu'elle apporte encore? Ou alors, quelle est la place de la fameuse valeur travail aujourd'hui dans notre société et le sens du travail? Alors, l'aspect, malgré tout, il faut positif, c'est que le travail au sens d'activité de transformation de soi et du monde, ce qui est ça, le travail, cette valeur, elle est toujours extraordinairement présente, et même plus que jamais. Et notamment chez les nouvelles générations qui désirent transformer et soi-même et le monde. Donc toujours, ça peut être un accomplissement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, il y a en revanche ce qui va venir se traduire en termes de pénibilité. Et ces pénibilités, si elles sont jugées inadéquates, inutiles, disproportionnées, avec une division des tâches délirante et qui donc fait perdre l'accès au sens, là, à ce moment-là, vous avez quelque chose de réfractaire. Et c'est plutôt, je dirais, un bon point. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ces nouvelles générations qui se battent aussi pour du sens, pour qu'il y ait moins de centralité du travail au sens d'exploitation des ressources, y compris d'eux-mêmes. Oui, d'une forme de servitude. Exactement. Et qui veulent plutôt travailler sur la notion d'impact, c'est le terme qui revient, etc., de sens. C'est plutôt positif. Mais voilà, aujourd'hui, ça se traduit tout simplement par des économies qui sont encore régies par des formes de taylorisation assez fortes et délirantes, et puis en revanche par des nouvelles générations, et qui impactent les générations plus âgées, et qui elles disent en fait c'est pas possible. Mais Cynthia Fleury, est-ce que ce discours que vous tenez, est-ce que les responsables politiques l'entendent alors que le gouvernement avance sur la réforme des retraites? A-t-il vraiment conscience de ce bouleversement du rapport au travail et d'une forme de désengagement? Parce que quand parfois on le perçoit comme une servitude, eh bien il y a forcément un désengagement.
Oui, en tout cas, quand on a les moyens. Parce que c'est toujours, en fait, le désengagement est toujours un luxe, si vous voulez, parce que la majorité d'entre nous, à cause des formes de prolétarisation, ne peuvent pas se désengager, parce que s'ils sont désengagés au sens très fort, ils se feront littéralement virer. Donc, en fait, le désengagement, c'est ceux qui sont à l'intérieur du système et qui ont les moyens de malgré tout faire porter sur le système une contrainte qu'ils ne veulent plus porter directement sur eux-mêmes. Et donc c'est une technique, une stratégie de défense psychique. C'est pas simplement ce que on pourrait penser de la paresse, que sais-je, ou de vivre sur la bête. Maintenant, c'est se protéger aussi un peu soi-même. C'est tenir par une protection qui est qu'on se désinvestit pour se cliver un peu, pour se mettre à distance et pour tenir. Oui, tout mais alors simplement. on rumine un petit peu. Et là, je reprends l'une de vos expressions. Vous alertiez il y a 2 ans sur le ressentiment des peuples, ce que vous nommez la rumination victimaire. Mais quand on rumine ainsi, Cynthia Fleury, quand le ressentiment gagne, quelle est l'étape d'après ? Ah non, l'étape d'après, c'est terrible. Donc non, il faut absolument qu'on, à la fois individuellement et collectivement, qu'on n'entre absolument pas dans une traduction politique du ressentiment. Parce que la traduction politique du ressentiment, on la connaît, l'histoire. Vous voyez les solutions politiques aujourd'hui ? Est-ce qu'une politique qui vient d'en haut, une politique nationale, est adaptée ? On voit bien qu'aujourd'hui, la demande, ce sont des demandes à la fois, bien évidemment, bien sûr, toujours, puisqu'on a un lien particulièrement en France attaché à cette centralité, mais c'est vrai que c'est par des expérimentations locales et puis c'est par des démocraties dites de proximité où on va restaurer un peu la fameuse démocratie participative. Alors attention, parce que si, je me souviens moi, il y a 20 ans, alors maintenant on fait plus ce genre de réflexion, mais les élus me disaient quand on les formait à la démocratie participative, ils avaient cette réflexion en me disant ils participent, ils décident pas. Bon, alors donc sous-entendu, en gros, ils viennent là, ils s'amusent, et puis c'est ça la participation. Bien évidemment, aujourd'hui, on a des protocoles de participation démocratique, qui sont des protocoles dans lesquels il y a des phases possibles de décision, il y a des phases possibles, bien évidemment, de délibération, de consultation, mais de prise en considération très très forte de cette consultation et pas simplement des manières communicationnelles et superficielles de vivre la démocratie participative. Mais encore une fois, la démocratie participative ne va pas venir remplacer la démocratie représentative. L'enjeu, c'est de trouver des combinaisons multiples avec des outils institutionnels nouveaux. On en a aujourd'hui des formes, la Convention citoyenne, mais demain... Les référendums. Mais demain, on peut tout à fait utiliser aussi les outils qui sont les nôtres. Je pense au métavers. On parle beaucoup du métavers dans sa dimension de divertissement. On pourrait tout à fait utiliser, dans une dimension beaucoup plus citoyenne, le métavers et utiliser, entre guillemets, ces enceintes dans le métavers pour qu'on puisse penser des parlements plus inclusifs, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi toute une innovation démocratique. Mais si ça venait de nous, le courage, justement, est-ce qu'il faut du courage, tout simplement ? Vous aviez théorisé vous-même, Cynthia Fleury, la fin du courage en 2010 et aujourd'hui, en 2023, où est-ce qu'on en est ? On en est que oui, il y a des grandes phases de découragement, mais encore une fois, on n'a peut-être jamais eu aussi la possibilité, si vous voulez, d'identifier assez rapidement, grâce notamment aux outils de la technologie, des alliés avec lesquels on peut former des nouveaux types de collectifs. Donc encore une fois, c'est pas le collectif lui-même qui disparaît, ce sont les formats de ces collectifs qui sont à réinventer et parce qu'encore une fois on ne pourra pas transformer et surtout les nouveaux usages d'aujourd'hui sans inventer ces nouveaux types de collectifs. Donc, de collectifs, pas d'individualité. Par exemple sur le projet collectif avec le territoire, mais collectif avec des communautés digitales qui viennent se mêler, collectif aussi avec des formes d'internationalisation parce qu'on voit qu'on a des sujets bien évidemment qui dépassent les frontières. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut que nos collectifs arrivent à manier en même temps, ce qui est compliqué, différents types d'échelles et en même temps avec des collectifs plus réduits. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est à la fois plus réduit et en même temps démultiplié sur plusieurs échelles et c'est comme ça qu'on aura des effets de seuil intéressants. Que de défis, Cynthia Fleury. Qu'est-ce qu'on peut alors souhaiter pour 2023, pour nos auditeurs, pour les Français en général ? On peut leur souhaiter d'aller investir dans quel que soit leur terrain, tout lieu du pouvoir d'agir.
Et parce qu'il y a au moins une chose qui protège de la sinistrose individuelle, c'est tout simplement, et c'est même pas le fait de réussir, c'est le fait de se mettre en branle et d'activer une forme de pouvoir d'agir. Et les citoyens le savent très très bien. Les Gilets jaunes, d'une certaine manière, l'avaient pensé dans ce sens-là aussi, même s'ils ne l'avaient pas théorisé comme ça, mais c'est de se remettre dans des principes d'action. Le seul souci, c'est que ces principes d'action aujourd'hui, ils sont essentiellement tournés plutôt par du veto, alors que il faut qu'on dépasse simplement la protestation et se mettre dans cette idée d'expérimentation locale, de nouvelles solutions. Action, dépassement, ben voilà, deux piliers pour 2023. C'est les résolutions collectives faciles. Elles sont pas mal. Voilà, à tenir, je ne sais pas. Voilà. Il faudra les tenir, on se reparlera en décembre. On se reparle, bien sûr. Merci Cynthia Fleury d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à vous. Je me permets de rappeler ce livre qui est le vôtre, 6J, la mer, l'apostrophe AMER, chez Gallimard. Merci encore.